L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Alexander Stubb, président de la République de Finlande. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Mr. President, Excellence. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, dans sa forme la plus simple, la politique étrangère, ce sont trois choses essentiellement: les valeurs, les intérêts et le pouvoir. Je viens d'un pays relativement petit, la Finlande, et je peux vous dire que pour nous, les valeurs et les intérêts sont nos principaux outils. Le pouvoir ou la force, que ce soit la force de convaincre ou la force brute, est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre, un luxe réservé aux grands acteurs. Le pouvoir que détient un petit pays comme le nôtre découle de sa capacité à coopérer avec les autres. Quand on est petit, on doit user d'une diplomatie intelligente pour avoir une influence relative dans l'arène internationale. L'ONU est un bon exemple. Les grands acteurs tirent leur pouvoir de leur statut de membre permanent au Conseil de sécurité, mais les plus petits peuvent influencer les relations internationales à leur manière, en s'activant en coulisses, par exemple. La plupart des discours que nous avons entendus ici ont évoqué le fait que l'ordre mondial, l'équilibre et la dynamique des pouvoirs sont en train de changer, tout comme c'était le cas après la Deuxième Guerre mondiale, lors de la création des Nations Unies. Mais je pense personnellement que l'ordre né de la fin de la guerre froide est révolu. Le problème, c'est que nous ne savons pas à quoi va ressembler le nouvel ordre mondial. Il faudra au moins 5 à 10 ans pour que les choses se précisent. Mais le message que j'aimerais envoyer aujourd'hui est plutôt simple. Quelle que soit la taille d'un pays, d'un État membre des Nations Unies, nous avons tous notre mot à dire dans ce nouvel ordre mondial, dans sa conception qui est en cours actuellement. Il est important que nous utilisions tous ce pouvoir avec sagesse et responsabilité. Bien sûr, je comprends que nos intérêts divergent en fonction de notre emplacement géographique, de notre histoire, de notre niveau de développement, de notre culture. Nous ne pourrons pas avoir les mêmes intérêts, mais ce que nous devrions tous avoir en commun, ce sont des valeurs fondamentales. Nous en avons défini quelques-unes, et les plus essentielles se trouvent dans la Charte des Nations Unies. J'aimerais faire deux choses aujourd'hui. D'abord, analyser la situation pour faire le point sur la situation actuelle. Et deuxièmement, formuler quelques suggestions, des propositions sur ce que nous pourrions accomplir ensemble. Pour mieux comprendre ce qui se produit dans le monde actuellement, je voudrais soulever trois évolutions. Premièrement, il me semble qu'il y a une tension croissante entre ceux qui promeuvent le multilatéralisme, l'ordre mondial fondé sur l'état de droit, comme on le dit, et ceux qui parlent plutôt la langue de la multipolarité et du transactionnalisme. Je peux bien sûr comprendre la tentation et la logique qui sous-tendent la thèse promue par les partisans de la multipolarité et du transactionnalisme. Mais sera-t-il possible, en adoptant cette théorie, de relever les défis majeurs de notre époque, comme les changements climatiques ou le développement durable? Je vois aujourd'hui de nombreux États, petits ou grands, adopter des politiques que l'on qualifierait de transactionnelles ou multivectorielles. En substance, leur objectif est de diversifier leurs relations et d'avoir le choix de coopérer avec plusieurs acteurs plutôt que de s'aligner sur la position d'un seul bloc.
Ceci peut être perçu comme opportuniste, mais on peut y trouver une justification. Ça peut paraître aussi raisonnable. Tout dépend des choix pratiques que l'on fait. La politique étrangère dite transactionnelle ou multivectorielle est dominée par la notion d'intérêt. Or, nous le savons tous, les États ont des intérêts et ces intérêts les guident dans leurs choix. C'est tout à fait légitime. Le type de politique étrangère que l'on choisit, en adoptant ces théories, repose sur une compréhension réaliste du pouvoir. Le pouvoir, finalement, c'est ce qui définit les limites de ce qui est possible pour chaque État. Toutefois, dans tout ce que nous faisons, il faut que l'on fasse prévaloir les valeurs. Même une politique étrangère multivectorielle ou transactionnelle devrait reposer sur un ensemble de valeurs fondamentales, sans lesquelles la politique étrangère finit par aller droit dans le mur. Si vous mettez de côté les valeurs pour se concentrer exclusivement sur les intérêts ou la quête du pouvoir, vous vous trouverez face au même problème que vous cherchiez à éviter. Deuxièmement, l'équilibre du pouvoir dans ce nouvel ordre mondial passe progressivement du sud vers le sud et l'est de la planète. De nombreux pays, actuellement en Afrique, en Asie, en Amérique latine, deviennent des acteurs déterminants dans ce nouvel ordre mondial qui se dessine. Pour dire les choses simplement, ces acteurs ont plus de pouvoir aujourd'hui. Ils constituent une force économique en pleine expansion. Leur croissance démographique est incontournable. Elle va faire d'eux une force culturelle et politique, inévitablement, ce qui leur donne de la force et un pouvoir de convaincre, un pouvoir de persuasion, si vous voulez, qu'ils peuvent utiliser pour promouvoir leurs intérêts, comme ils devraient le faire d'ailleurs. Les 193 États membres des Nations Unies n'ont pas à être d'accord sur tous les détails, sur les valeurs dans leur granularité, mais nous devons avoir une compréhension des fondamentaux et une compréhension commune. La souveraineté, l'intégrité territoriale, l'interdiction de l'emploi de la force, le respect des droits humains, des libertés fondamentales, ce sont là des exemples de valeurs communes qui constituent des composantes essentielles de ce que nous sommes, de ce que nous incarnons ici aux Nations Unies. La communauté internationale au sens large a intérêt à préserver ces valeurs. La Russie, quant à elle, n'a pas le droit de poursuivre son agression contre l'Ukraine, tout comme Israël n'a aucun droit de violer le droit international en Palestine. Les États n'ont pas le droit non plus d'utiliser les territoires soudanais ou congolais pour déchaîner des guerres par procuration afin de servir leurs intérêts économiques ou stratégiques. Nous devons être à l'écoute de la communauté internationale et agir en conséquence. La guerre est un échec de l'humanité, quelle qu'elle soit. C'est un échec collectif, l'échec de nos valeurs fondamentales. Troisièmement, j'aimerais dire quelques mots de la situation qui prévaut ici aux Nations Unies. L'ONU a été créée pour maintenir et promouvoir la paix, la stabilité, le développement et des relations amicales entre nations. Pour y parvenir, un équilibre était requis. Un équilibre entre trois éléments. Le pouvoir au plus haut niveau était représenté par le Conseil de sécurité. Les intérêts des membres de l'organisation, dans leur entièreté, devaient être défendus à l'Assemblée générale. Et la Charte, quant à elle, consacrait les valeurs de ces États membres, valeurs qui prenaient la forme de règles de droit international notamment. Aujourd'hui, l'ONU rencontre des difficultés et n'arrive plus à tenir cette promesse de paix et de stabilité qui est au cœur de sa création. De plus en plus de pays se croient permis de fouler aux pieds les règles de droit international et d'employer la force contre d'autres peuples, contre d'autres territoires, ou se permettre de réprimer d'autres nations. Or, l'ONU aujourd'hui ne tient pas compte des réalités des équilibres de pouvoir. Bien trop souvent, elle n'arrive même pas à assurer la coordination de ses intérêts. Les valeurs qu'elle incarne sont bien trop souvent violées.
Nous voulons tous avoir la liberté de faire des choix et la possibilité d'influencer le monde autour de nous. Aujourd'hui, nombreux sont les pays qui cherchent la réponse à ces questions dans la multipolarité ou le transactionnalisme. Mais si l'ONU n'arrive pas à remplir sa mission, la tendance risque de s'accélérer encore. J'aimerais donc résumer ce que je viens de dire en parlant des 3 piliers que je citais tout à l'heure. Les valeurs, les intérêts et le pouvoir. Nos valeurs peuvent nous être source de division. Toutefois, elles devraient fondamentalement nous unir autour de principes élémentaires, humanité, état de droit et prohibition de l'agression. Nos intérêts, quant à eux, divergent. Et il est tout à fait normal que nous cherchions à servir nos intérêts. Toutefois, nos choix ont des conséquences et l'opportunisme risque de nous pousser vers des problèmes que nous cherchions à ignorer, comme je le disais tout à l'heure. Quant au pouvoir, il cherche à trouver un nouvel équilibre. Nous devons nous adapter au changement, mais nous ne devrions pas laisser la force brute nous aveugler. Le pouvoir de la légitimité, de l'intégrité et du droit doivent rester forts et prévaloir. Mesdames et messieurs, l'humanité n'a jamais disposé d'autant de moyens et d'innovations pour résoudre les problèmes les plus urgents devant nous. Toutefois, nous avons pris la mauvaise direction à plusieurs égards. Aujourd'hui, le monde est de plus en plus divisé, nos sociétés aussi. Il y a le changement climatique, le développement durable, l'action est insuffisante dans ces domaines. Et nous voyons aussi des souffrances colossales, un mépris flagrant des principes humanitaires dans plusieurs conflits et régions du monde. Pour moi, en tant que Finlandais, la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine ne rappelle pas seulement le passé, elle est directement liée à la sécurité de la région où se trouve mon pays. D'un autre côté, il y a cette agression et un mépris total de la vie civile, une tentative de saper les principes fondamentaux sur lesquels repose l'ordre international. Et il y a aussi un bastion de liberté qui défend son droit à exister et à faire ses choix de manière autonome. Ce combat n'est pas encore terminé. Nous ne savons pas encore quels enseignements tirer de cette guerre d'agression. Récemment, il y a eu une tentative de solution diplomatique à l'initiative des États-Unis. Il n'existe pas de solution idéale à des guerres comme celle-ci. En même temps, nous savons que toute décision aura des répercussions lourdes pour l'Ukraine et au-delà. Notre position en guerre de conquête devrait nous unir ici aux Nations Unies. On peut en aucun cas récompenser l'agression. Et la responsabilité doit être également assurée. Ceux qui commettent des crimes internationaux graves doivent rendre des comptes. Au Moyen-Orient, les civils à Gaza souffrent énormément, comme nous pouvons le constater. La crise humanitaire s'aggrave de jour en jour et atteint des niveaux intolérables. C'est un échec du système international. Mais le Hamas continue aussi à détenir les otages qu'il a enlevés, dont nombreux sont déjà morts. Un cessez-le-feu immédiat est indispensable à Gaza. L'aide humanitaire doit être accordée et acheminée en toute sécurité, sans entrave. Quant aux otages, ils doivent être libérés. Je salue d'ailleurs les efforts menés par la France et l'Arabie saoudite pour promouvoir en parallèle la solution à 2 États. Les négociations doivent répondre à la fois aux besoins sécuritaires des Israéliens et des Palestiniens et doivent répondre au droit à l'autodétermination des Palestiniens, aspiration légitime à la souveraineté et à un État. L'occupation a commencé en 1967, elle doit cesser. Les questions relatives au statut permanent doivent toutes être réglées et les pays qui ne l'ont pas encore fait doivent reconnaître la Palestine et Israël. Dans le même temps, la communauté internationale doit aider l'autorité palestinienne pour que le territoire palestinien soit gouverné efficacement. C'est la seule façon de parvenir à cette solution à 2 États. Une Palestine stable ne peut que profiter à Israël, notamment en matière de sécurité. Mais dans d'autres parties du monde, les conflits font rage également, entraînant des souffrances inimaginables.
une grande instabilité avec des répercussions dans le monde entier. Nous l'avons vu au Soudan, en République démocratique du Congo, en Haïti, au Myanmar, au Mali et ailleurs. La force brutale se déchaîne. Les populations civiles continuent de souffrir de famine et de déplacement à une grande échelle. J'aimerais donc rendre hommage aujourd'hui très sincèrement à tous ceux qui continuent à œuvrer à la paix, malgré la difficulté de cette tâche qui peut paraître herculéenne par moments. En juin, un accord de paix a été conclu pour désamorcer les tensions en RDC et mettre fin au conflit. Mais comme dans tous les accords de paix, c'est la mise en œuvre qui compte. La crise humanitaire atteint des proportions alarmantes qui nous contraint à réagir forcément. Les processus de paix ne devraient pas être transactionnels, ils devraient s'appuyer sur le droit international et tous les pays et parties prenantes de la région doivent s'engager dans cette voie pour parvenir à une paix durable. La présence et la participation de l'ONU à ce processus est essentielle. J'aimerais également souligner le rôle crucial que jouent les journalistes dans les conflits et dans d'autres situations difficiles. S'attaquer aux médias est absolument inadmissible. La liberté des médias est au cœur de la démocratie. C'est une condition sine qua non pour avoir des sociétés ouvertes. La capacité de la presse à faire son travail est donc une question importante pour nous tous. Mesdames et messieurs, la composition de l'ONU est encore et toujours le reflet du monde de 1945, un monde qui a pourtant bien changé depuis, tout comme le devraient les processus décisionnels ici aux Nations Unies. L'an dernier, dans cette même salle, j'avais déjà plaidé en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité, un conseil où certaines régions ne sont même pas représentées, ou d'autres sont sous-représentées, devrait accorder une voix plus forte et des sièges permanents à un plus grand nombre de pays. Le nombre de membres permanents devrait augmenter au Conseil de sécurité. 2 nouveaux sièges pour l'Asie, 2 pour l'Afrique et 1 pour l'Amérique latine devraient être ajoutés. Je vais le dire chaque année, aucun État ne devrait disposer du droit de veto. Et si un membre du Conseil de sécurité se trouve en violation de la Charte des Nations Unies, ses droits de vote devraient tout simplement être suspendus. Ces changements à la tête de l'ONU sont indispensables si nous voulons maintenir le rôle central de cette organisation dans les relations internationales. Dans le même temps, une réforme plus globale de l'ONU est également indispensable. Et je salue le secrétaire général pour le lancement de son initiative ONU 80. Je l'encourage à prendre des actions ambitieuses et audacieuses. La Finlande veut que l'ONU réussisse dans sa mission. C'est pourquoi nous sommes favorables à une véritable réforme pour que l'organisation gagne en crédibilité, en pertinence et en efficacité. C'est ainsi que l'ONU pourra agir. L'ONU doit se concentrer sur ses objectifs les plus importants, mettre fin aux guerres, les prévenir, protéger les droits humains et accélérer le développement durable. Nous devons aussi faire en sorte que l'ONU reprennent ses fonctions de médiatrice. Aucune autre organisation ne peut en effet jouir d'une légitimité comparable à celle de l'ONU. Si l'ONU est absente, on ne peut pas vraiment résoudre les conflits de manière universelle. Ce n'est pas dans notre intérêt. L'ONU doit donc agir en tant que médiatrice et les États membres devraient l'appuyer dans ses efforts. Enfin, la Finlande continuera de participer à l'action menée aux Nations Unies. Nous avons d'ailleurs présenté notre candidature pour être élus au Conseil de sécurité en 2009 et 2030. Si la Finlande est élue au Conseil de sécurité, nous nous engageons à être un partenaire pragmatique capable de défendre ses principes. Et notre engagement demeurera tout aussi fort
pour respecter le droit international et la charte. Nous sommes pragmatiques, nous voulons trouver des solutions pour promouvoir la paix et la sécurité, et nous pensons que c'est possible. Nelson Mandela a vu la vérité et la réconciliation comme seul espoir pour les nations divisées. Aujourd'hui, la même chose s'applique aux relations entre États. Nous devons pouvoir apprendre de l'histoire, mais toujours rester tournés vers l'avenir en gardant à l'esprit l'importance des décisions que nous prenons aujourd'hui pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci de votre attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President.